Vous croyez que la présidentielle française de 2027 commencera en 2027? C'est faux. Elle a déjà commencé. Elle a commencé dans les meetings, dans les déclarations calculées, dans les sondages commentés comme des oracles, dans les appareils politiques qui cherchent un candidat avant même de savoir quel pays ils veulent gouverner. Elle a commencé parce que la France politique n'a plus le luxe d'attendre. Le macronisme arrive à la fin de son cycle présidentiel. La gauche cherche encore si elle veut s'unir, se diviser ou se soumettre à la logique de la France insoumise. Le Rassemblement national avance avec deux visages possibles, Marine Le Pen, si son calendrier judiciaire le permet, ou Jordan Bardella, si l'histoire accélère plus vite que prévu. Et au centre, Gabriel Attal tente déjà d'exister comme candidat d'après Macron, tout en portant encore l'ombre du macronisme. La question n'est donc pas seulement qui sera au second tour. La vraie question est beaucoup plus lourde. La France peut-elle encore produire une majorité politique capable de gouverner, ou est-elle entrée dans une ère de fragmentation permanente? Le premier signal fort vient de Jean-Luc Mélenchon. Son grand rassemblement à Saint-Denis n'est pas seulement un meeting, c'est une tentative de mise en scène nationale. Le slogan de la Nouvelle France n'est pas choisi au hasard. Il cherche à dire que le peuple politique de demain ne ressemble plus au peuple politique d'hier. Il parle aux quartiers populaires, aux jeunes, aux électeurs issus de l'immigration, aux militants écologistes, aux classes urbaines, radicalisée contre le système économique actuel, mais aussi à une partie de la France sociale qui se sent abandonnée par les partis traditionnels. Mélenchon ne se contente pas de lancer une candidature. Il tente d'imposer un récit, celui d'un pays déjà transformé, mais pas encore reconnu par ses institutions. C'est puissant. C'est aussi risqué, car plus Mélenchon se présente comme l'incarnation d'une nouvelle France, plus il réactive chez ses adversaires l'idée d'une rupture culturelle, identitaire et institutionnelle. Il veut rassembler la gauche autour de lui, mais il reste une figure qui polarise fortement. Il veut apparaître plus calme, plus présidentiel, plus préparé, mais il porte encore une image de conflictualité que ses concurrents exploiteront sans relâche. Et c'est là tout le paradoxe. Mélenchon peut être l'homme qui mobilise le plus intensément une partie du pays, tout en restant celui qui inquiète une autre partie avec la même intensité. En face, le Rassemblement national regarde cette fragmentation avec une forme d'avantage mécanique. Depuis des années, le RN construit une stratégie simple, apparaître comme le bloc stable dans un paysage instable. La gauche se dispute, le centre se divise, la droite classique hésite. Le RN, lui, tente de donner l'image d'une continuité, d'une discipline, d'une progression presque inévitable. Mais cette apparente clarté cache une incertitude majeure. Marine Le Pen pourra-t-elle être candidate? Sa situation judiciaire est devenue un élément central de la campagne avant même la campagne. Si elle peut se présenter, elle reste une figure connue, installée, expérimentée, avec 3 campagnes présidentielles derrière elle et une base électorale consolidée. Si elle ne le peut pas, Jordan Bardella devient la solution naturelle. Peut-être même plus qu'une solution de remplacement, une hypothèse générationnelle. Bardella apporte au RN une image plus jeune, plus médiatique, plus lisse, plus adaptée à une campagne de réseaux sociaux, de télévision et de symboles rapides. Mais il porte aussi une question que ses adversaires ne manqueront pas de poser. Peut-on passer d'une popularité médiatique à une crédibilité présidentielle complète? Autrement dit, le RN a peut-être 2 visages, mais il n'a pas encore dissipé l'interrogation centrale. Est-il seulement un parti de conquête électorale ou peut-il devenir un parti de gouvernement? Le centre, lui, affronte un problème d'une autre nature. Gabriel Attal veut incarner l'après-Macron sans apparaître comme une simple continuation de Macron. C'est une équation délicate.
Trop proche du président sortant, il devient l'héritier d'un bilan contesté. Trop éloigné, il risque de perdre la cohérence de son propre parcours. Attal comprend que 2027 ne se gagnera pas seulement dans les salons parisiens, ni dans les éléments de langage technocratique. C'est pourquoi son lancement de campagne cherche à parler à la France des territoires, à la France rurale, à la France qui a parfois vu le macronisme comme un pouvoir brillant, mais vertical, moderne, mais distant, réformateur, mais froid. Le problème, c'est que le centre ne manque pas seulement d'un candidat, il manque d'une histoire. Pendant 10 ans, Emmanuel Macron a été à la fois le chef, la marque, la méthode et le récit. Quand une force politique dépend autant d'un homme, sa succession devient toujours difficile. Attal veut être le renouvellement. Édouard Philippe veut être la stabilité. D'autres figures veulent garder une place. Mais plus le centre multiplie les prétendants, plus il risque de perdre ce qui faisait sa force en 2017. L'impression d'un mouvement unique porté par une dynamique centrale. La gauche non mélenchoniste n'est pas dans une situation beaucoup plus confortable. Elle sait que Mélenchon dispose d'une base militante, d'une machine politique, d'une capacité de mobilisation et d'une avance symbolique. Mais elle sait aussi que s'aligner derrière lui peut aliéner une partie de l'électorat social-démocrate, écologiste modéré, européen ou institutionnel. Le Parti socialiste, les écologistes, les communistes, les figures comme Raphaël Glucksmann ou d'autres cherchent tous la même chose, exister sans disparaître dans l'ombre de la France insoumise. Le problème est brutal, dans une présidentielle à 2 tours, la dispersion peut être mortelle. Chaque candidature peut être légitime dans son couloir idéologique, mais dangereuse dans l'arithmétique finale. C'est cela, le grand mécanisme de 2027. Chacun peut avoir de bonnes raisons de se présenter, mais l'addition de ces bonnes raisons peut produire une impasse collective. Et cette logique ne touche pas seulement la gauche. La droite classique aussi se demande encore si elle existe comme force autonome ou comme réservoir d'électeurs pour d'autres. Doit-elle durcir son discours pour ne pas être aspirée par le RN? Doit-elle revenir à une ligne de gouvernement pour séduire le centre? Doit-elle parler identité, sécurité, dette, travail, autorité, Europe, pouvoir d'achat? Elle sait que le pays a changé. Elle sait que ses anciens réflexes ne suffisent plus. Mais elle ne sait pas toujours quelle synthèse proposer. Pendant ce temps, le RN occupe une grande partie de l'espace souverainiste et sécuritaire. Le centre occupe encore une partie du discours de stabilité économique. La gauche radicale occupe l'indignation sociale et culturelle. La droite traditionnelle risque alors de devenir un parti de transition coincé entre 3 pôles plus visibles qu'elle. Ce qui se dessine, ce n'est donc pas seulement une campagne présidentielle animée. C'est une crise de structuration du champ politique. La France n'est plus simplement divisée entre gauche et droite. Elle est divisée entre blocs de perception. Pour certains électeurs, le problème central est l'immigration, la sécurité, l'autorité, la souveraineté. Pour d'autres, c'est le pouvoir d'achat, les inégalités, les services publics, la retraite. Pour d'autres encore, c'est la stabilité européenne, la crédibilité budgétaire, la place de la France dans le monde, la capacité de réforme. Et chacun de ces blocs ne parle pas seulement de priorités différentes, il parle parfois un langage politique différent. Voilà pourquoi les débats deviennent si explosifs. Il ne s'agit plus seulement de choisir une politique publique, il s'agit de choisir quelle réalité française on considère comme la plus vraie. Le cœur de 2027 est là. La présidentielle française risque de devenir une bataille entre récits irréconciliables plutôt qu'un débat sur un programme commun de gouvernement. Mélenchon dira qu'il représente la France populaire, métissée, sociale, insurgée contre l'ordre économique dominant. Le RN dira qu'il représente la France enracinée, inquiète, souveraine, lassée de l'impuissance de l'État.
Attal dira qu'il représente une France de renouvellement, de responsabilité, de modernité réformiste, capable d'éviter les ruptures brutales. La droite classique dira qu'elle peut restaurer l'autorité sans basculer dans l'aventure. La gauche modérée dira qu'elle peut réconcilier justice sociale, Europe et institutions. Mais le problème, c'est que toutes ces offres politiques ne s'adressent pas toujours au même pays imaginaire. C'est cela qui rend la campagne si dangereuse et si fascinante. La France n'a pas seulement besoin de choisir un président, elle doit encore savoir si elle partage assez de terrain commun pour accepter le président que les autres choisiront. Le système à 2 tours a longtemps servi de machine de clarification. Au premier tour, les Français exprimaient leurs nuances. Au second, ils arbitraient. Mais lorsque la défiance devient trop forte, lorsque les partis intermédiaires s'effondrent, lorsque les électeurs votent autant contre un monde que pour un programme, le second tour ne pacifie plus forcément. Il peut seulement révéler la profondeur de la fracture. Gagner une présidentielle dans un pays fragmenté n'est pas la même chose que gouverner un pays fragmenté. C'est même peut-être la grande leçon des dernières années. Une élection peut donner une légitimité institutionnelle. Elle ne donne pas automatiquement une majorité sociale. Elle ne donne pas automatiquement une majorité parlementaire. Elle ne donne pas automatiquement la confiance. Et sans confiance, la politique devient une succession de chocs, de blocages, de colère et de dissolutions possibles. Voilà pourquoi 2027 a déjà commencé. Pas parce que les candidats sont impatients, pas seulement parce que les médias aiment les campagnes permanentes, mais parce que chaque camp sait que le terrain symbolique se prépare maintenant. Mélenchon veut imposer l'idée que la nouvelle France est déjà là. Bardella veut imposer l'idée que le RN est prêt. Le Pen veut rester dans le jeu malgré l'incertitude judiciaire. Attal veut montrer qu'il n'est pas seulement l'enfant politique du macronisme. Et tous les autres veulent éviter d'être effacés avant même que la campagne officielle ne commence. En réalité, personne ne se bat encore seulement pour l'Élysée. Tous se battent pour définir le cadre dans lequel les Français jugeront l'élection. La présidentielle de 2027 ne sera donc pas une simple compétition de noms. Mélenchon, Bardella, Le Pen, Attal. Derrière ces figures, il y a 4 questions plus profondes. Quelle France parle au nom du peuple? Quelle France parle au nom de l'ordre? Quelle France parle au nom de la stabilité? Quelle France parle au nom du changement? Et surtout, existe-t-il encore une France politique capable de transformer ces contradictions en gouvernement? C'est ici que l'élection dépasse le calendrier électoral. Elle touche à la souveraineté, à la confiance, à la continuité de l'État, à la capacité de la France de peser en Europe, de maîtriser ses finances, de contrôler ses frontières, de préserver son modèle social, de réformer sans se fracturer. Un pays peut survivre à une campagne dure, il peut survivre à une alternance, il peut même survivre à une crise politique. Mais il lui est beaucoup plus difficile de survivre longtemps à l'idée que plus personne ne parle vraiment au nom d'un intérêt commun. La campagne de 2027 commence donc avec une question simple, presque brutale. La France va-t-elle choisir un président ou va-t-elle révéler qu'elle est devenue plusieurs pays politiques sous une seule république?